Bonsoir à tous, merci pour l'invitation. Alors moi c'est Vivien Béziat, je travaille à l'Institut Imagine effectivement, mais je ne suis pas médecin, hein. Je suis chercheur INSERM et donc nous ce que nous étudions dans le laboratoire c'est la prédisposition aux maladies infectieuses chez des individus qui normalement ne devraient pas avoir de forme sévère en fait par rapport à l'infection d'un virus donné. Dans ce cas précis le papillomavirus. Et je vais vous parler d'une histoire qu'on a publiée en 2021 maintenant. Et donc, si vous voulez plus de détails, je vous invite d'aller à aller lire l'article qui avait été publié à ce moment-là dans Cell. Donc, cette étude porte sur des patients qui souffrent d'une maladie rarissime qu'on appelle le syndrome de l'homme arbre. Quand je dis rare, c'est vraiment très rare, hein. Il y a une dizaine de patients connus dans le monde. Donc, il y a une maladie extrêmement rare. Il y a une dizaine de patients connus dans le monde. Ils ont tous la même histoire de la maladie, c'est que dans l'enfance, ils sont asymptomatiques, pas de problème, mais lorsqu'ils ont une dizaine d'années, ils commencent à développer des verrues et ces verrues vont se propager sur l'ensemble des mains et des jambes, mais ça reste des verrues. Et au bout d'une dizaine d'années d'infection, pour une raison qui reste inconnue à ce jour, ces verrues se transforment en cornes cutanées qui vont se mettre à pousser un petit peu comme des branches, comme vous pouvez le voir, c'est des protrusions kératotiques, hein, hyperkératotiques. Et il y a seulement 4 patients dans la littérature scientifique et 3 d'entre eux avaient été testés pour l'HPV et ils sont tous les 3 positifs pour HPV2. Donc nous, on s'intéresse à la génétique de l'hôte. Donc on est parti de l'hypothèse qu'il était porteur d'une mutation dans le génome qui est prédisposé à l'infection par papillomavirus. Donc dans ce contexte, on recrute des patients un petit peu partout dans le monde, hein. Et on a étudié une famille iranienne fortement consanguine qui, avec un patient, P1, vous pouvez le voir ici sur le pédigré, qui a souffert d'un syndrome de l'homme arbre tout à fait typique. Et en discutant avec lui, il nous a parlé du reste de sa famille et il nous a parlé de P2, qui est un cousin à lui, qui, contrairement à lui, n'a pas le syndrome de l'homme arbre, mais lorsqu'il était jeune, vers 10 ans, pareil, il a développé des verrues qui se sont propagées sur l'ensemble de ses mains et ses jambes. En revanche, à l'inverse de lui, au lieu de se transformer, elles ont régressé quasi complètement. Il avait seulement 3 verrues à la fin quand on l'a évalué et des cicatrices partout sur les mains, sur les pieds suite à ces lésions. Et discutant avec lui, encore une fois, il nous a parlé de sa fille pour laquelle il était inquiet parce qu'elle commençait à avoir des verrues. Effectivement, elle avait à ce moment-là 15 verrues sur les mains, ce qui est quand même pas rien. Donc, on est parti du principe qu'on avait une famille avec une susceptibilité anormale au papillomavirus. Mais dans un premier temps, on s'est demandé qu'est-ce qu'il a de spécial ce patient avec le phénotype de l'homme arbre, parce qu'en fait, dans la littérature, il n'y a rien comme description sur le plan histologique et sur le plan virologique, si ce n'est de la positivité pour le virus. Donc, on a commencé par faire des marquages classiques d'histologie chez le patient 1 avec le syndrome de l'homme arbre et par exemple ici, la patiente 3 qui a des verrues vulgaires seulement, pas le syndrome de l'homme arbre. Donc elle, on peut voir que son histologie est tout à fait classique pour ceux qui connaissent un petit peu l'histologie des HPV, avec des cellules vacuolisées, de la parakératose. La parakératose, c'est des noyaux qui se retrouvent dans la partie cornée. Et surtout, si vous faites un marquage des antigènes tardifs L1, vous pouvez voir qu'on en retrouve partout dans les lésions, ce qui n'est pas normal, hein, donc pas surprenant. En revanche, maintenant, si on regarde chez le patient qui souffre du syndrome de l'homme arbre, on ne retrouve plus du tout ces cellules vacuolisées, on ne retrouve pas de parakératose et surtout, quand on fait un marquage pour les protéines tardives L1, on ne les retrouve pas. Ce qui tend à montrer que cet individu est porteur d'une infection qui n'est pas productive, puisque L1, c'est la capside du virus. Et en plus, vraiment, dans ces lésions, on trouvait énormément d'HPV2 en PCR, mais également en séquençable. Donc, on était certain que le virus était là. Alors, on s'est dit, il y a un problème sur le cycle du virus. On a fait un RNA sec sur la peau du patient comparé à une lésion HPV2 classique. Vous pouvez voir en haut une lésion HPV2 classique et on peut voir que tous les gènes du virus sont exprimés, y compris les gènes tardifs de la capside. En revanche, chez les patients qui ont le syndrome de l'homme arbre, on peut voir que les gènes de la capside ne sont pas exprimés.
Or, ça, c'est un profil qu'on peut retrouver notamment pour le cancer du col de l'utérus, où on a une perte d'expression des gènes de la capside et on maintient les gènes précoces, notamment, en particulier, les oncogènes. Donc, on s'est dit peut-être que le virus est intégré, mais non, on n'a trouvé aucune preuve d'intégration du virus. On a testé plusieurs lésions différentes, on n'a trouvé aucune mutation somatique qui aurait montré que c'était une forme de clone, ce n'était pas le cas. On a aussi séquencé la HPV2 chez le patient, on n'a pas trouvé de mutation qui n'était pas également retrouvée dans des souches qu'on retrouve dans la nature. Donc, ça reste mystérieux, on ne sait pas pourquoi cet HPV2 a un cycle viral complètement dérégulé, et ce, malgré qu'il reste épisomal. Et puis surtout que c'est une souche qu'on retrouve également dans la nature, dans des lésions normales. Par contre, clairement, son cycle est complètement perturbé. Ça, c'est vraiment mystérieux. On peut voir à droite, ça, on appelle ça un RNA-scope. On marque l'ARN de l'oncogène 6E7. Et on peut voir ici, chez le patient qui a le syndrome de Lamb-Marbre, que E6 est exprimé très fortement dans la basale de l'épiderme, ce qui montre en fait que l'oncogène est très très fortement exprimé à la base, là où est produit en fait sont produits les ensembles des cellules de l'épiderme, le début de la différenciation. Alors que normalement, on le détecte plus tardivement dans la différenciation de l'épiderme. Voilà, donc un virus complètement dérégulé, mais sans particularité virologique sur le plan génétique. Voilà. Alors, après ça, moi je vous l'ai dit, moi je m'intéresse surtout à la génétique de l'hôte. Donc, on s'est dit, on a quand même 3 patients avec une sensibilité absolument anormale au papillomavirus. Donc, ce qu'on a fait, c'est un séquençage. On a commencé par ce qu'on appelle une analyse de liaison. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, c'est qu'on va regarder dans le génome du patient et des patients quelles sont les zones homozygotes dans leur génome que l'on ne retrouve pas à l'état homozygote chez d'autres membres de la famille qui sont sains. Et en regardant comme ça, on a seulement une seule région dans l'ensemble du génome qui est partagée entre les 3 patients, qui est sur le chromosome 2. Et si on fait un séquençage complet du génome chez ces individus, et même dans cette région-là, il n'y avait que 3 gènes qui étaient porteurs d'une mutation qui était rare, les gènes CD28, CANCEL1L et USP37. Et on a pu exclure les 2 derniers par d'autres techniques et rester seulement comme candidat le gène CD28. Alors CD28, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un gène qui joue un rôle central dans le système immunitaire, en tout cas dans les livres. Donc, pour la fonction des lymphocytes T. Alors, les lymphocytes T, lorsqu'ils reconnaissent une cellule cible via leur récepteur T, le TCR, ils ont besoin de ce qu'on appelle un deuxième signal qui va leur permettre de s'activer correctement. Et dans tous les textbooks, en général, ce gène, ce corécepteur, c'est CD28. Donc, central dans la réponse. Et lorsqu'il est activé, il va activer plusieurs voies de signalisation à l'intérieur de la cellule, NFAT, AP1, NF-κB, ce qui va avoir pour conséquence d'augmenter la survie, la prolifération et la production de cytokines par les lymphocytes T. Ce gène, il est très conservé, parce que si vous regardez dans la population générale, en fait, il y a seulement 5 variants qui ont un impact sur la séquence codante et qui ont été décrits à l'état homozygote dans ce gène. Ces 5 variants-là, ce sont des missenses, c'est-à-dire que c'est juste une substitution d'un acide aminé vers un autre. En revanche, la mutation que nous, on a découverte, elle n'est pas seulement une mutation missense, elle est également prédite comme cassant le splice, l'épissage entre l'exon 1 et l'exon 2. Et la conséquence de ça, effectivement, c'est si on regarde dans les lymphocytes T des patients en PCR quantitative, on voit qu'il y a une diminution de plus de 200 fois de la quantité d'ARN dans les T du patient comparé à des contrôles ou bien des individus hétérozygotes de la même famille. Et évidemment, la conséquence de ça, c'est que la protéine chez le patient, ici en rouge, elle est absente à la surface des cellules comparée à des contrôles, ici en noir, en cytométrie en flux. Et évidemment, pas de protéines, pas de fonction. Vous avez ici un test de prolifération de dilution CFSE. Quand vous prenez un lymphocyte T, si vous l'activez par son TCR, c'est-à-dire par CD3, vous avez un petit peu de dilution du CFSE, c'est-à-dire qu'il y a un peu de cellules dans ce carré. Mais si vous rajoutez une costimulation, vous voyez qu'il y en a beaucoup plus. Par contre, si on fait la même chose chez le contrôle, on voit qu'il n'y a pas d'activité du CD28. Donc, c'est vraiment une perte d'expression complète et une perte de fonction complète.
Donc, OK, on s'est dit très bien, on a un gène central dans le système immunitaire, perte d'expression complète, perte de fonction complète. Donc, ça doit avoir un impact sur la différenciation des lymphocytes T. Et bien là, c'était la grande surprise. Eh ben, pas tant que ça, en fait. Vous pouvez regarder dans les différentes sous-populations de lymphocytes T. Vous avez ici, par exemple, en haut à gauche, les lymphocytes TCD4 qu'on peut différencier en sous-populations, sans rentrer dans le détail. Là, il y a seulement un tout petit peu plus de cellules D4 naïves chez les patients, un petit peu moins de cellules qu'on appelle centrales mémoire. Le reste, c'est normal. Dans les CD8, tout est normal, sauf un petit peu moins de centrales mémoire. Les gamma-delta, les INKT sont normaux, les mates sont dans le range des contrôles, bien qu'un peu bas. Et surtout, les Treg sont franchement diminués. Alors, les Treg, pour ceux qui connaissent, c'est important pour la protection contre l'auto-immunité, mais ces patients n'ont, en dehors de l'HPV, rien du tout. C'est important de le retenir ça, ils n'ont rien d'autre. Donc, ils n'ont pas d'auto-immunité. Donc, ça veut dire que même s'ils ont un peu moins de Treg, ce n'est pas un problème sur le plan clinique. Et par ailleurs, tout le reste de leur système immunitaire est normal. Donc, on s'est dit, ben, forcément, ces individus doivent avoir un petit problème sur la réponse contre l'HPV. Donc, on a pris des peptides des différents HPV qui infectent ces patients, HPV2 et HPV4, et on a stimulé leurs lymphocytes périphériques, leur PBMC, avec des peptides de ces virus. Et je ne vais pas aller dans le détail parce que sinon, je vais être très en retard. Mais c'est juste pour, si vous regardez les lignes bleues, en fait, on peut voir qu'elles restent plates chez les patients. Il n'y a pas de réponse à l'HPV chez ces patients-là. Leurs lymphocytes T ne répondent pas in vitro. Et au contraire, vous pouvez voir que P1 qui est la mère du patient des traitements Pardon, continue. D'accord. On peut voir que la mère de P1 qui vit donc dans la même maison, elle répond très bien à l'HPV. Donc, on peut voir qu'un individu dans les mêmes conditions, avec la même technique, répond. Donc, il y a un vrai problème de réponse chez ces patients, malgré qu'on a une preuve qu'ils sont infectés de manière persistante, et ce depuis de nombreuses années. Alors, CD28, c'est un gène important pour la réponse B, parce que les T donnent de l'aide au B pour produire des anticorps. Et chez la souris, il y a un défaut de production d'anticorps, hein, notamment contre les anticorps protéiques. Donc, on s'est dit, on va tester la réponse B chez ces patients-là. Vous avez sur la gauche ce qu'on appelle un VIRSCAN. Ça permet de tester simultanément tout le virome auquel a été exposé un individu. Et donc, ce qu'on peut voir sur la droite ici, ça c'est le virome auquel a été exposé, ont été exposés les patients CD28. On peut voir qu'ils sont séropositifs pour, vous n'avez même pas besoin de lire, en fait, ils sont séropositifs pour plein de virus différents. Ils ont rencontré plein de virus. Et par contre, si on fait une analyse de PCA, on peut voir que, en fait, quand même, ils ont une réponse, mais celle-ci se retrouve toujours intermédiaire entre les contrôles négatifs et les contrôles positifs. Donc, ils ont une réponse, mais elle est un peu plus faible. Et c'est vrai, par exemple, contre les HPV, ils arrivent à faire des anticorps contre la HPV, mais en quantité, ils sont inférieurs au contrôle. Et c'est vrai pour tous les autres virus. Donc, je vous ai dit, ils arrivent à faire des anticorps contre les HPV. Et ce qui est surprenant, c'est que si vous prenez, par exemple, le patient 1, donc qui a le syndrome de l'homme arbre, eh ben, il est séropositif pour l'HPV2. Et malgré tout, il n'arrive pas à contrôler les lésions. Et si vous prenez P2, qui est infecté par HPV4, il est séropositif pour l'HPV4, il a des anticorps, mais il ne contrôle pas les lésions. Et vous avez encore quelque chose d'assez surprenant, P3, qui est séropositif pour HPV2, mais qui cette fois-ci n'a pas les lésions. Donc, et un autre exemple ici, on a testé les réponses vaccinales, mais un autre exemple, on va parler de la réponse vaccinale, c'est que P1, qui a le syndrome de l'homme arbre, il est séropositif pour l'HPV6. On le voit, il était séropositif avant la vaccination. Et pour autant, il n'a pas les lésions. Donc, la conclusion de ça, c'est qu'en fait, ces gens-là, ils sont aussi capables de contrôler la majorité probablement des HPV, mais certains d'entre eux qui sont meilleurs pour se cacher du système immunitaire, ils ont un gros problème de contrôle et ils vont émerger et faire des lésions qui vont se propager à cause du défaut de contrôle par le système immunitaire. Et aussi, pour conclure, c'est juste pour finir sur ça, ces patients, ils ont reçu la vaccination HPV et comme on s'y attendait par rapport à ce qu'on sait chez la souris, ils ne répondent pas au vaccin protéique et donc ils ne répondent pas du tout. Sauf, évidemment, s'ils avaient une infection avant d'être vaccinés. Voilà, excusez-moi, donc je dépasse un petit peu là, je vois. Je vais juste conclure en disant que c'est la première cause génétique du syndrome de l'homme arbre qui a été jamais identifiée chez l'homme.
Le syndrome de l'homme arbre n'est pas dû à un HPV qui est intégré, un HPV2 spécial, parce qu'on le retrouve chez d'autres patients avec des verrues vulgaires classiques. C'est la première fois qu'un déficit complet a été rapporté chez l'être humain. Et ces individus, ils ont quoi? Des verrues vulgaires, tous les trois. Et le troisième, lui, il a en plus le syndrome de l'homme arbre. On avait aussi TCH souris. Elles sont sensibles également au papillomavirus de la souris. Enfin, les patients, malgré le défaut complet en CD28, ils ont une réponse T et B relativement normale, même quasi complètement normale. Et enfin, pour conclure, ce qui est important, c'est que ce qu'on a trouvé, c'est que CD28, on le prouve ici, il est vraiment important contre le papillomavirus, mais par ailleurs, il semble très largement redondant. Et ça, c'est vraiment un gros changement par rapport à la littérature, où ce gène avait un gène absolument central dans l'immunité. Voilà. Maintenant, juste les remerciements. Je suis en retard, donc je vais passer dessus, mais c'est juste, il y a énormément de personnes à remercier, dont Jean-Laurent Casanova dans mon laboratoire, donc directeur du laboratoire, Mohamed Charoui qui a recruté la famille, et enfin les médecins, et aussi Jean-Luc Prétré qui est dans l'audience aujourd'hui. Voilà.